bienvenue à notre point de chaque semaine, le mercredi à 11 heures, pour mieux comprendre les marchés. Alors, beaucoup de volatilité en ce moment, beaucoup de tensions, les banques centrales à la manœuvre, aussi la Chine. Donc, on va voir tout ça. Le duo aujourd'hui, pour faire le point, eh bien, Augustin Rado, vous êtes spécialiste produit chez Carmignac. Bonjour Augustin. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de ta présence et puis merci de tes lumières qu'on va Merci de voir. m'avoir invité. Et puis moi-même, je m'occupe du développement commercial chez Easy Bourse. Alors, l'objectif là, en une demi-heure, c'est non seulement de faire le point sur le marché, mais aussi de faire des sous-séquences et des zooms. Notamment, on verra bien, les 10 indicateurs qu'on suit chaque semaine, puis un petit focus sur la macro, sur la micro, l'enseignement général qu'on peut avoir sur les marchés, et puis aussi de manière un peu plus précise bien, en termes d'action, d'investissement, les idées d'allocation, et on pourra notamment voir effectivement 2 fonds de Carmignac qui peuvent apporter des bonnes réponses. On verra notamment comment on peut aussi les négocier sur Easy Bourse. Et puis, votre participation, vos questions, n'hésitez pas à nous les poser donc par écrit, et puis on y répondra plutôt à la fin. Voilà, donc passons directement aux indicateurs. Donc Augustin, voilà, qu'est-ce qu'on peut noter de particulier sur ces indicateurs? Alors, merci à tous d'être connectés déjà. On va essayer de décrypter effectivement ensemble ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous devez vous souvenir que Kevin, la semaine dernière, vous avez parlé des mouvements, d'un mouvement de marché plutôt caractérisé par une aversion au risque, c'est-à-dire une baisse généralisée des marchés actions, des actifs risqués au profit de valeurs refuges comme l'or ou certaines obligations d'État. Cette semaine, on est dans une dynamique un peu différente. On va regarder, alors il y a eu une baisse quand on regarde l'indice Action Monde, une baisse de cet indice de 2%. En revanche, quand on s'intéresse à chacune des différentes régions dans le monde, eh bien, on constate qu'il y a une forte disparité de performance. Alors pourquoi cette disparité? Eh bien, essayons de regarder cela. La première performance qui saute aux yeux quand on regarde ce tableau de gauche, c'est celle de la zone euro, qui est positive à plus de 3%. Alors évidemment, elle doit être mise en perspective avec la baisse sur l'année de près de 15%. Vous le savez, l'Europe, c'est par sa proximité avec la Russie, non pas seulement par les frontières, mais aussi le partenaire commercial, eh bien, c'est la zone géographique la plus touchée depuis le début de l'année. Mais on a eu effectivement ce rebond la semaine dernière. Alors, les marchés ont, pendant quelques instants, développé l'espoir qu'il y aurait une résolution du conflit en Ukraine. Il y a eu une réunion à Antalya, en Turquie, entre la Russie et l'Ukraine, afin de trouver potentiellement un accord. Eh bien, voilà, les marchés se sont emballés sur cette possibilité de résolution. On a eu certains indices, comme l'indice bancaire européen, qui a pris plus de 8%. Mais voilà, malheureusement, les marchés ont vite compris que la réunion n'ayant duré qu'1 heure et demie, que bien cet espoir finalement n'était pas là, et la journée d'après, les marchés ont rendu une partie de ce rebond qu'on avait vu voilà, sur la semaine. En revanche, une performance positive pour ces marchés de la zone euro sur la semaine. Quand on regarde le marché américain, j'aurai l'occasion d'y revenir sur notre volet justement macroéconomique, mais une baisse des marchés, ce que je peux vous dire simplement aujourd'hui, c'est une baisse rythmée par des publications d'inflation et des marchés qui intègrent de plus en plus une politique de normalisation de la réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine. On voit quand on regarde la performance du marché émergent, la plus marquée, la baisse la plus marquée sur la semaine, on constate que c'est une baisse qui est menée par la Chine, qui perd plus de 6% sur la semaine. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur la Chine. Je pense qu'il mérite qu'on passe un peu plus de temps sur la région. La Chine, pour remettre un peu en contexte, c'est le marché un des plus forts en 2020, et en 2021, on a une baisse sur l'année qui est rythmée par des annonces au fil de l'année du gouvernement chinois de réglementation sur des secteurs ciblés, notamment sur la technologie. Et puis on n'avait pas eu de ces nouvelles depuis quelques semaines, quelques mois, mais là de nouveau la semaine dernière, eh bien on a eu une
une sortie de certains membres du gouvernement chinois qui a ravivé ces peurs de réglementation. Et puis on a encore, voilà, que ce soit au niveau du gouvernement américain, une demande de plus en plus de transparence au niveau des entreprises chinoises cotées aux États-Unis et côté chinois, gouvernement chinois qui demande, qui n'hésite pas à démanteler certaines entreprises chinoises cotées aux États-Unis sous couvert de risques à la sécurité nationale. Donc voilà pour ce premier point sur le marché chinois. La deuxième chose, c'est le Covid, l'identification de cas de Covid en Chine. Pourquoi c'est important en Chine? Bien pour deux raisons. La première, c'est que, comme vous le savez sûrement, la Chine, elle a une politique de zéro Covid. Qu'est-ce que ça veut dire zéro Covid? C'est que elle peut, et elle l'a fait dans le passé, quand le virus se propage de manière assez rapide, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, décider de fermer complètement des entreprises ou parfois des villes entières. Et donc, ça a un impact évidemment sur la production et la productivité en Chine. Pourquoi c'est important, d'autant plus important la semaine dernière? Eh bien parce qu'il y a eu des nouveaux cas, notamment à Shenzhen. Shenzhen, c'est une ville portuaire en Chine, qui est un peu la porte de l'export mondial, le quatrième port d'exportation dans le monde. Et on a eu des cas à Shenzhen et donc un risque de nouveau, une anxiété sur les marchés qu'il y ait des problèmes au niveau de la chaîne de production, puisque un ralentissement ou un gel de ces exports, eh bien, ça pèse davantage sur la croissance et sur l'inflation. Et enfin, dernière nouvelle sur la Chine, et pas des moindres, des marchés qui s'inquiètent encore et toujours de la neutralité de la Chine sur le conflit russe. Alors, on lit un peu de tout, mais c'est sûr que la semaine dernière, il y avait encore un article du Financial Times qui parlait de potentiel de la Chine, de la Russie qui demande des armes à la Chine. Donc voilà, c'est des informations qui viennent alimenter les peurs sur la région et qui contribuent à cette baisse la semaine dernière. Voilà pour le point marché, pour les éléments importants, il me semble, cette semaine. D'accord. On va aller sur le point macro alors. Avec peut-être, c'est vrai qu'on a l'impression que finalement, cette crise en Ukraine, la guerre, etc., a moins d'importance que ce qui peut se décider au niveau des banques centrales. Je ne sais pas si on peut résumer ça un peu comme ça. Alors, c'est sûr que le conflit aujourd'hui, tout le monde lit des informations sur le conflit, mais c'est sûr que l'inflation, ça reste aujourd'hui une préoccupation très importante sur les marchés. Et on l'a vu la semaine dernière avec une publication de l'inflation américaine à près de 8%. 8%, pour vous donner une idée, c'est un plus haut historique de 40 ans aux États-Unis. Et c'est d'autant plus important que cette inflation, elle n'est pas majoritairement menée par les matières premières comme elle l'est en Europe, mais bien par d'autres sources de pression sur les coûts comme les frais de santé ou les logements. On le voit sur le graphe de gauche, c'est l'inflation sous-jacente, c'est une inflation qui est justement à laquelle on a enlevé cet impact des matières premières, qui est également en hausse de plus de 6%. Donc l'inflation était déjà en hausse, mais il y a eu davantage de hausse avec cette publication la semaine dernière. Et je vous le disais donc tout à l'heure, les marchés américains qui ont enregistré une baisse avec une hausse des taux. Pourquoi? Parce que les marchés intègrent de plus en plus que la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, eh bien, elle va continuer sa normalisation monétaire, sa hausse de taux telle qu'elle devait le faire avant le conflit. On voit sur le graphe de droite, c'est l'anticipation des hausses de taux aux États-Unis. Et on voit qu'au moment du conflit, eh bien, les marchés, pendant un moment, se sont demandé si peut-être la Banque centrale américaine n'allait pas revoir son calendrier de hausse des taux, revoir à la baisse sa hausse, le nombre de hausses de taux prévues en 2022. Et finalement, on voit que récemment, les marchés ont réintégré ce rythme de normalisation qui était prévu avant le conflit. D'accord. Donc, aux des taux, donc c'est moins de liquidité sur les marchés. Donc, a priori, on peut penser que c'est moins bien pour les marchés actions. Mais est-ce que sur le fait qu'il y ait de l'inflation, on peut se dire, finalement, comme tout va augmenter, est-ce que les gens vont se positionner davantage sur les marchés actions? Voilà. Est-ce que quelles conséquences attendre sur le marché actions de cette inflation? Alors, si on enlève toute dynamique d'aversion au risque, hein, bien sûr, parce que ça change un peu la donne. Ce qui est important, évidemment,
dans toute phase de marché, il y a certaines classes d'actifs ou certains styles d'actions qui vont être en tendance à surperformer. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, le secteur énergétique, lui, profite pleinement de cette dynamique. Et voilà, en revanche, nous, on est convaincus que dans ce type d'environnement, il faut bien sûr se positionner sur des entreprises qui ont la capacité d'augmenter leurs prix pour justement maintenir ces marges et donc qui ont également des marges élevées pour être capable de temporiser cela. Et pour nous, c'est la clé dans des marchés avec une inflation aussi importante. Donc, ciblage des entreprises. Voilà. Sur la micro, qu'est-ce qu'on pourrait, quels sont les points qui sont particulièrement à relever? Alors, ce qui nous paraît important, nous, en ce moment, on a l'impression que les marchés ont bien intégré finalement les risques liés au conflit. Ils ont bien intégré également la normalisation monétaire, on l'a vu dans le slide précédent. En revanche, ce qui nous paraît important et ce qui nous paraît être le risque principal sous-estimé par les marchés, c'est ces risques liés à la disruption de la chaîne de production. Vous en parlez notamment avec la Chine et les fermetures de ports liées au Covid, mais on a aussi des sanctions, le conflit. On l'a vu récemment avec des entreprises automobiles qui ont du mal à construire leurs voitures parce qu'elles n'ont pas les câbles qu'il faut pour construire ces voitures qui venaient d'Ukraine. Et donc, pourquoi nous on est inquiet? Une illustration de cette inquiétude, c'est, on voit sur le graphe de gauche, c'est l'évolution des coûts de transport maritime pour des matières premières ou pour les matériaux de base. Eh bien, on constate effectivement qu'il y avait eu une hausse assez importante en 2021 dans un contexte justement de pandémie et de fermeture des ports en Chine. Et on voit que cette hausse récente, là, elle n'est rien comparée à ce qu'on a vu en 2021. Et compte tenu de ce qui se passe en Russie, en Ukraine, des sanctions et de cette pandémie qui est clairement pas finie en Chine, eh bien, on est un peu inquiet de ce qui pourrait se passer, des impacts que ça pourrait avoir sur les entreprises. Alors concrètement, pourquoi c'est important d'un point de vue micro? Je vous ai donné l'exemple des puces électroniques, des microprocesseurs. On n'y pense pas forcément, mais on les trouve partout, ces puces, dans les téléphones, dans l'électroménager, mais aussi dans les voitures également. Et on constate, on le voit sur le graphe de droite, qu'il y a une hausse du temps d'attente entre les commandes de ces puces et la réception de ces puces par les entreprises. Pourquoi c'est important? Concrètement, une entreprise comme Apple, tant mieux pour elle, il y a une demande énorme pour l'iPhone 13, c'est super, sauf que l'entreprise ne peut pas répondre à cette demande en produisant le nombre d'iPhone qui est demandé par les clients. Donc un manque à gagner énorme pour les entreprises. Pour Apple, on parle de dizaines de milliards de dollars de manque à gagner. Donc voilà pourquoi c'est important et voilà pourquoi ce risque nous paraît sous-estimé aujourd'hui par les marchés. D'accord. Donc, au final, s'il y a un enseignement global à retenir sur la semaine écoulée et même sur ce qui est en train de se passer, donc effectivement, ce que vous pensez, c'est qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des secousses fortes à venir. Eh bien, alors c'est un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Kevin, alors je me suis noté la phrase que je ne la connais pas par cœur, mais Kevin avait parlé de choc soudain aux effets potentiellement durables la semaine dernière. Eh bien, on y est et c'est un peu pour faire le lien. Notre crainte, c'est que les marchés n'ont pas encore pris la pleine mesure des disruptions à venir des chaînes de production, comme je viens de l'expliquer. Et c'est pour nous le risque qui est aujourd'hui sous-estimé par les marchés. Donc, il y a un excès d'optimisme a priori, d'après vous, sur les marchés aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on a passé les 6500 sur le CAC. Hein, même par rapport à la semaine dernière, on était à 6200 vendredi, là, qu'on a fait les chiffres. On est à 6500 aujourd'hui. Donc, il y aurait plutôt un excès d'optimisme, c'est ça? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt être un peu prudent ou est-ce qu'il faudrait plutôt se repondérer? On va le voir peut-être la slide d'après. Alors, on va le voir effectivement sur le positionnement de nos fonds, mais alors je parlais pas d'excès d'optimisme parce que on est quand même dans une dynamique d'aversion au risque. En revanche, voilà, il y a certains risques qui sont clairement presque trop pris en compte par les marchés, au conflit ou
au conflit ou à la normalisation monétaire, mais d'autres qui ne sont pas pris en compte. Et c'est ça le danger. C'est toujours ce qui est pris en compte par les marchés, intégré par les marchés ou pas. Donc, au final, donc il faut mieux cibler ces actions. Voilà. Donc c'est ça. Cyclique versus défensif. Voilà. Par exemple, quels éléments, comment interpréter ce graphique? Alors en fait, c'est important, on en parlait la semaine dernière et cette semaine, de cette période d'aversion au risque. C'est important de se couvrir de ces risques, de couvrir les risques du portefeuille. En revanche, il ne faut pas perdre de vue où on en est dans le cycle et aussi l'importance du cycle pour les classes d'actifs à privilégier et le style d'action à privilégier. Et nous, ce qu'on constate, c'est que en période de décélération de la croissance, on a une surperformance des valeurs défensives. Qu'est-ce qu'on entend par valeur défensive? C'est les secteurs essentiels, c'est-à-dire la santé et la consommation de base. Ce qu'on voit sur ce graphique, alors il y a peut-être un petit problème de couleur, mais sur la ligne grise, on a bien, c'est les indicateurs avancés, on a une baisse qui représente la santé de l'économie mondiale, on a une baisse de cette ligne grise qui est vouée à baisser davantage, on l'expliquait par rapport à ce qu'on justement ces phénomènes de disruption. Et en vert, quand cette ligne verte baisse, donc on a une surperformance des secteurs défensifs. Et donc le message ici, c'est de dire, au-delà et en dehors de ces périodes d'aversion au risque, privilégier un portefeuille défensif. D'accord. D'accord. Alors peut-être maintenant aller dans le concret, et dans le concret notamment dans les fonds qui sont proposés et gérés par Carmignac. Donc là, il y a deux fonds qui sont peut-être plus particulièrement mis en avant ou qu'on pourrait mettre en avant. Premièrement, il y a Grande Europe. Alors, comment se positionnerait-il dans dans cette analyse? Alors, Carmignac Portfolio Grande Europe, vous le connaissez, c'est le fonds action donc, investi sur l'Europe de Carmignac. Pour moi, deux avantages intéressants dans le positionnement de ce fonds. Le premier, c'est qu'il investit sur des actions de qualité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par action de qualité? Parce que c'est peut-être un peu bateau. C'est des entreprises qui sont très peu endettées. Donc, c'est intéressant en période de hausse de taux parce qu'on veut des entreprises de bilan solide qui ne vont pas être impactées par cette hausse de taux. Et également des entreprises qui ont des marges historiques élevées et qui sont donc en mesure de faire face à une hausse des coûts grâce à des marges élevées et une capacité à augmenter leurs prix pour faire face à ces marges élevées, à ces coûts, à cette hausse de l'inflation. Et puis, autre point intéressant pour répondre justement à ce que je viens d'expliquer sur ce positionnement dans le cycle, c'est un positionnement qui privilégie des thématiques de santé et de consommation avec, on le voit en première position du portefeuille, Novo Nordisk, donc une entreprise pharmaceutique. Donc, un gérant qui, au sein de son positionnement de valeur de qualité, va se positionner de manière plus défensive. Et donc, je pense que c'est intéressant de ce point de vue-là. Alors, Carmignac Portfolio en Europe, on le voit, on parle nous d'aversion au risque en ce moment. C'est certain que nous, on pense que dans nos fonds mixtes, on cherche à gérer ce risque. En revanche, pour des investisseurs de long terme, après des marchés qui ont perdu 15%, pourquoi ne pas commencer à peut-être abonder de manière progressive sur ce type de véhicule voilà, d'investissement. On m'a parlé de Easy Bourse Vie, peut-être via via cet outil, abonder de manière régulière dans des marchés très volatiles pour espérer obtenir de la performance à long terme. Et en revanche, pour des investisseurs qui sont plus sensibles à cette période d'aversion au risque, une solution d'investissement, comme on le voit sur le slide suivant, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, qui lui va chercher à protéger ses convictions de long terme. On le voit également en positionnement défensif action avec de la santé et de la consommation, mais qui va chercher à protéger ses convictions de long terme avec un positionnement défensif. On le voit, et il a été montré également par Kevin la semaine dernière, avec une exposition très faible aux actions, une exposition au RIFER également de 5%, et puis un fort poste de liquidité voilà, pour gérer cette période d'aversion au risque. D'accord. Je précise, le premier est éligible au PEA et l'autre n'est pas éligible au PEA. Les deux sont proposés à 0% de droit d'entrée sur Easy Bourse. Il n'y a pas de frais de courtage sur les EPC et ils sont à 0% de droit d'entrée. Donc, effectivement, quand vous mettez 100 euros, 1000 euros,
que vous voulez diversifier votre portefeuille avec ces fonds-là, eh bien, il n'y a pas de frais de souscription. Voilà, donc, si vous avez, voilà, donc, voilà le topo qu'on a passé un peu rapidement. Si vous avez des questions, des besoins de précision, c'est le moment de le faire. Alors, juste une question. Donc, voilà, encore, juste pour repréciser les secteurs, j'ai plusieurs questions sur les secteurs. Donc, on a vu que l'électronique, il fallait peut-être s'en méfier un petit peu. La santé, on voit que vous êtes plutôt bien orienté sur les grandes Europe. Voilà. Les secteurs qui vont vous sembler surperformer dans les prochains mois? Alors nous, on s'intéresse chez Carmignac au global, on s'intéresse au secteur de croissance parce que là, c'est des secteurs qui sont de croissance défensive, qui sont susceptibles de surperformer justement dans ces phases de décélération de la croissance. Mais on s'intéresse également au global, plutôt aux entreprises qui très liées à l'innovation et qui vont être en mesure qui vont réinvestir une part importante de leurs profits pour justement générer de la croissance future. C'est ça le point clé du processus d'investissement de marque dans sa sélection de titres actions. C'est pas une sélection par rapport à des secteurs en particulier, c'est vraiment des entreprises qui vont être en mesure d'innover, de maintenir une innovation via voilà, des marges élevées et un réinvestissement de ses profits. C'est ça qui nous paraît important aujourd'hui. Ok, c'est clair. Petite question sur que pensez-vous de l'évolution à venir du dollar par rapport à l'euro? Alors le dollar, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le dollar, ça reste une valeur refuge. On l'a vu ces dernières semaines. Alors c'est vrai que c'est peut-être moins le cas dans ces structures que vous voyez qui sont effectivement exposées à l'euro, mais voilà, dans nos fonds plus globaux, eh bien le dollar peut jouer effectivement un rôle de valeur refuge. Et voilà, c'est ce qu'on a vu également ces dernières semaines dans les dynamiques de marché. Donc bien garder ça en tête. D'accord. Et toujours dans une optique de diversification ou plutôt même de gestion du risque, est-ce que l'univers des émergents me permettrait ou pourrait permettre justement de réduire son risque en ce moment? Est-ce que, voilà, que pensez-vous des émergents en particulier? Je sais que vous avez des fonds d'ailleurs dédiés aux émergents hein, qui sont bien présents sur les bourses, bien actifs d'ailleurs. Alors, la règle d'or dans l'investissement, c'est que la diversification, c'est toujours important, c'est toujours privilégié. Donc oui. Sur les émergents, on a des dynamiques intéressantes qui sont en train de se développer. Je sais que sur la Chine, j'ai eu un discours assez dur sur ce qui a pu se passer la semaine dernière, sur les inquiétudes de marché. Mais il y a également une forme d'espoir aussi parce que la Chine, on l'a vu en 2021, c'était un des seuls pays qui était en resserrement monétaire quand les autres pays, les autres banques centrales des pays développés, elles, faisaient de l'assouplissement. Et on a les prémices depuis la fin de l'année dernière, et on l'a vu bien la nuit dernière, hier soir, des marchés chinois enfin un ministre chinois qui parle de relance et qui de nouveau ravive la possibilité de soutien au marché financiers chinois. Et d'ailleurs, les marchés, cette nuit, ont rebondi fortement à cette nouvelle. Donc, désespoir sur la Chine quand même. Donc, c'était pas un marché à éviter. Et d'ailleurs, c'est un vivier très important de valeurs de croissance innovantes. Donc voilà pour la Chine. Et puis d'autres dynamiques intéressantes sur les émergents au regard des sanctions et des embargos, c'est ça profite à certaines zones géographiques comme l'Amérique latine, qui justement, elle, est exportatrice de certaines matières premières, de certains de matériaux de base, et donc des régions qui peuvent profiter de ces dynamiques. Donc oui, une bonne idée de diversification émergente. D'accord. Je vais juste vous remontrer effectivement, pour que ce soit très clair, comment on trouve les OPC sur les bourses, fonds et OPCVM. Il y a effectivement ici, il y a des fonds stars qu'on a mis en avant, notamment Grande Europe, dont on a parlé, qui est notamment accessible directement ici. Et effectivement, on voit toutes les fiches qui décrivent ce fonds. Donc, on voit effectivement qu'il est bien éligible au PEA. On voit effectivement les éléments importants du fonds.
Et notamment aussi, ce qui peut être toujours intéressant, c'est que sur le marché, les frais d'entrée prospectifs sont de 4%, mais chez EasyBourse, c'est du 0%. Voilà. Voilà. Et après, effectivement, juste pour l'autre fonds, comment le trouver simplement? De manière générale, vous avez effectivement dans la rubrique toujours dédiée aux EPC, vous avez aussi un moteur de recherche qui est là, recherche, et qui permet effectivement de pouvoir déjà faire des recherches tous les fonds éligibles au PEA à 0% par exemple, et plus particulièrement, si on est intéressé par Carmignac, eh bien, il y a Carmignac qui est facilement trouvable ici, et on va retrouver les fonds dont on a évoqué tout à l'heure. Voilà, donc j'ai un petit écran. Voilà, donc on retrouve Patrimoine Europe et Grande Europe ici. Voilà. Et on a tous les détails de ces fonds, les graphiques, les informations qui vont bien. Alors, je vais juste revenir aux quelques questions complémentaires qui ont pu arriver. Une question sur l'or. Voilà, que pensez-vous des orifères ou de l'or? Voilà, est-ce que vous avez une vue là-dessus? On a une vue, on n'a pas seulement une vue, on en a également, puisque vous voyez sur le graphique justement ici, l'or, c'est double utilité à l'or en ce moment, et pour l'inflation, on le sait, l'or est un bon moyen, justement une belle valeur refuge en période d'inflation, et également un actif à avoir en période de tension géopolitique importante. Donc double utilité à l'or, et aujourd'hui donc une allocation importante aurifère dans Carmignac Portfolio Patrimoine Europe pour gérer ces périodes d'aversion au risque. D'accord. Une autre question aussi, alors plus spécifique, hein. Pourquoi Air Liquide n'a pas été inclus dans votre fonds industriel? Est-ce que Alors vous là, avez... je n'ai pas de réponse à donner dessus. Je n'ai pas de réponse. D'accord. Et peut-être aussi une dernière question. Les fonds patrimoniaux sont-ils sensibles à l'inflation? Est-ce que en ce moment, faut-il aller davantage sur les fonds patrimoniaux que d'ordinaire? Alors l'avantage des fonds patrimoniaux, en tout cas chez Carmignac, c'est la flexibilité de leur gestion. Et dans des marchés très volatiles, avec que ce soit au niveau obligataire ou action, eh bien, ça me paraît important d'avoir tous les outils pour gérer cette flexibilité. Et je le disais, pour protéger ses actifs, ses convictions de long terme. Voilà l'avantage. Et je pense que nos clients s'en rendent compte aujourd'hui sur la performance, en tout cas, de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe dans ces phases baissières. Très bien. Eh bien, écoutez, si je n'ai pas de questions supplémentaires, voilà, je vous redis juste, effectivement, donc si vous êtes client EasyBourse, bien sûr, notre site est là. Et puis, si vous n'avez pas encore client EasyBourse, vous voulez en savoir plus, il y a effectivement beaucoup d'informations, notre service commercial 0800 802 200, notre offre qui est là pour vous accompagner. Voilà. Eh bien, écoute, Augustin, merci beaucoup pour tes éclairages. Voilà, donc Merci Jean-Baptiste. c'est vrai qu'il se passe vraiment des choses intéressantes en ce moment. Donc, et puis, donc rendez-vous, deux rendez-vous déjà. Un, toujours le mercredi à 11 h la semaine prochaine pour continuer ce focus. Et également aussi un deuxième webinaire qui serait aussi proposé demain à 18 h, plus sur la gestion libre en assurance vie, avec de l'assurance vie EasyVie. Voilà comment suivre et aussi l'actualité des marchés au prisme de ces portefeuilles proposés dans la gestion libre en assurance vie. Également aussi, il y aura aussi un autre webinaire qui sera intéressant, ce sera mardi prochain à 14 h sur F2R2. C'est une société non cotée qui a créé une nouvelle façon de consulter des sites internet. C'est assez révolutionnaire, c'est très nouveau. Et donc, ce sera un échange qu'on pourra avoir avec les deux dirigeants de F2R2 mardi à 14 h. Voilà. Merci encore à tous les participants. Merci pour vos questions et un grand merci, Augustin. Merci à tous. Bonne journée.